Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bertrand-Henri Dremont, vétérinaire, consultant dans le domaine de la nutrition et de la santé des animaux d'élevage. Après une longue expérience dans le domaine de l'alimentation du bétail et du médicament vétérinaire, je suis par ailleurs membre titulaire de l'Académie vétérinaire de France, section sciences cliniques. Dans une première partie, nous avions vu mieux défini le coronavirus bovin. Et puis, on avait abordé les coronavirus respiratoires du veau, pneumonie du veau. Donc, dans cette deuxième partie, je vous propose d'aborder le second volet des coronavirus respiratoires sur les jeunes bovins. Et puis, on traitera ensuite du vaste sujet des coronavirus digestifs des bovins avant de conclure. Alors, les coronavirus respiratoires des bovins, on avait vu la pneumonie du veau, c'est-à-dire des animaux de moins de 6 mois. On va aborder les coronavirus des jeunes bovins, 6 à 10 mois, qui font partie du complexe des bronchopneumonies infectieuses en zootech, qui inclut un certain nombre d'autres agents pathogènes. Cette slide pour vous rappeler un petit peu cette dichotomie, liée à ce que les anglo-saxons appellent le BRDC, le Bovine Respiratory Disease Complex, donc chez les JB de 6 à 10 mois. Alors, la pathologie de manière générale, bronchopneumonie infectieuse endothéque, touche ces jeunes bovins et ce sont les principales maladies d'ailleurs rencontrées dans les ateliers d'engraissement de jeunes bovins de manière globale. Je vous remets quelques belles études de nos collègues d'Oniris sur la fin des années 2000, montrant que les pathologies respiratoires au sens large constituaient 75 à 80% de l'ensemble des maladies observées de période d'engraissement, avec des taux de morbidité pas loin de 20% sur certaines études de l'eau, comme ici cette référence pour des ateliers des Pays de la Loire. Alors, si l'on aborde plus les coronavirus respiratoires et le rôle du coronavirus respiratoire bovin dans ce complexe chez les jeunes bovins de 6 à 10 mois. Alors, il est très bien décrit parce qu'il a sans doute plus d'importance en Amérique du Nord, au départ dans les feedlots, ce que les Américains appelaient shipping fever, c'est-à-dire la fièvre des transports, parce que lié souvent consécutif au transport donc des JB. Alors, de la toux, dyspnée, pneumonie, rhinite, et puis des conséquences générales, parfois de la diarrhée aussi, en relation avec ces coronavirus, ce qui n'est pas étonnant. Et puis de la mortalité, alors également un certain nombre de cas suite à des surinfections par des passerelles, souvent dans les premiers jours, premières semaines après l'apparition des symptômes. Des lésions de pneumonie, bien sûr, mais aussi de bronchite, bronchiolite et emphysème. Et puis le diagnostic qui se faisait, alors c'est comme sur la pneumonie de veau, par écouvillonnage et notamment par des techniques que vous connaissez bien, soit d'ENP, d'écouvillons naso-pharyngés, d'ATT, aspiration transtrachéale, ou sur liquide broncho-alvéolaire, ou bien sur des lésions pulmonaires par des méthodes de RT-PCR actuellement qui existent en multiplex. Alors, sur des études plus épidémiologiques qui ont été faites, là je fais référence à des études plus nord-américaines qui ont été faites et synthétisées par une des spécialistes d'ailleurs des coronavirus animaux qui est Linda Saif de l'Université de l'Ohio. D'excrétion virale durant plusieurs jours, vous voyez, nasale du coronavirus, parfois aussi fécale, sur quelques jours, 8 à 10 jours maximum. Et cette excrétion, elle est activée dans les 4-5 jours suivant l'entrée en engraissement, avec une séroconversion massive qui était observée, plus de 90% de séroconversion au coronavirus bovin, dans les 3 semaines suivant l'entrée en engraissement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ces études nord-américaines, montraient que cette forte excrétion, vous voyez, ou nasale ou fécale de 80 ou pas loin de 100% à l'entrée en engraissement, était prédictive d'une augmentation des risques de pathologies respiratoires ultérieurement dans les unités d'engraissement, puisque ce risque était multiplié par 1,5 ou presque 3 suite à ces fortes excrétions en entrée en engraissement.
Et puis, des forts taux d'anticorps à l'arrivée en engraissement, alors, montrant une séroconversion dans l'élevage naisseur, induisait plutôt une diminution de risque de pathologie respiratoire, avec une relation, vous le voyez spécifiquement, entre l'immunité préalable à l'arrivée en engraissement et le risque ensuite de développer des pathologies respiratoires. Et puis un pic saisonnier qui était plutôt, vous le voyez, en automne, hiver, en fin d'hiver. Alors, sur les coronavirus et l'impact économique du coronavirus bovin respiratoire en unité d'engraissement chez des JB, je vous ai mis une étude, puisqu'on a des données surtout nord-américaines, d'estimation de pertes dans des feedlots de 1000 JB d'engraissement de 200 jours, prenant en compte la baisse des performances et la hausse des coûts de traitement. On n'était pas loin de 14 $ par animal, avec des associations fréquentes de ce coronavirus respiratoire bovin avec les virus que vous connaissez tous, comme le VRSB, PI3, aussi le virus BVD, et puis les pasteurelles, Mannemia hemolytica et Pasteurella multocida. Alors, il semble en effet qu'en Amérique du Nord, si je commence par là, le rôle du coronavirus bovin soit plus reconnu que dans nos conditions d'élevage en France. Donc voilà, c'est une synthèse. Je pense qu'il faudra suivre à l'avenir également, dans nos conditions d'élevage, ce coronavirus respiratoire bovin. On a les méthodes d'analyse, de diagnostic pour le faire, pour voir s'il prend plus d'importance au niveau notamment de la clinique aussi et de son rôle dans aussi bien la pneumonie des veaux que des infections respiratoires des jeunes bovins. Je vous propose d'aborder maintenant les coronavirus digestives, qui sont sans doute mieux connus dans notre contexte français, donc avec les deux syndromes. Donc, je remets la slide de la première partie, le complexe des diarrhées néonatales du veau, pathologie du jeune âge, donc diarrhée néonatale DNN ou gastro-entérite néonatale, neonatal diarrhea pour les anglo-saxons. Et puis, on dira quelques mots d'une pathologie plus sporadique, moins connue, mais qui existe chez nous, qui est l'entérite hémorragique hivernale, ou winter dysentery, WD, donc pour les anglo-saxons. Je commencerai donc par ce qui est peut-être moins connu, l'entérite hémorragique hivernale, winter dysentery, donc qu'on appelle parfois de manière impropre la grippe intestinale, c'est pas une grippe, c'est une entérocolite hémorragique contagieuse, sporadique, surtout avec des formes assez épisodiques, assez graves quand même dans les élevages bovins lorsque ça arrive en période hivernale, surtout les troupeaux laitiers, dont les premières descriptions étaient faites dans le monde en 1930, ces syndromes, je dirais de manière globale, et en France en 1960. Mais la première identification, donc rôle du coronavirus dans ce syndrome, a été mis en évidence, on va mettre un petit cocorico, par l'équipe du professeur Espinas. À l'époque, c'était Alfort et l'école d'application de Champignelles, vous voyez, en 80. Donc on montrait que c'était bien un coronavirus respiratoire un coronavirus responsable, bovin, responsable de cette entérite hémorragique hivernale. Donc un fort taux de morbidité, même si le taux de mortalité est quand même, vous voyez, réduit, souvent inférieur à 2%. Alors qu'est-ce qu'on observe de manière clinique ? Plutôt, cela arrive chez des vaches laitières en postpartum, mais pas uniquement les vaches laitières. Parfois, on a des jeunes bovins ou des génisses qui peuvent être touchés. Une incubation de quelques jours et une phase aiguë de maladie qui dure 3 à 6 jours. Avec surtout des symptômes généraux de fièvre, apathie, anorexie, déshydratation dans les formes les plus graves. Parfois des symptômes aussi respiratoires. On a bien un coronavirus. Et puis, bien de manière plus spécifiquement digestive, de la diarrhée qui est subite, profuse, nauséabonde, de couleur vert foncé à noir et parfois hémorragique. Vous voyez, présence de sang, vous voyez sur la photo de gauche, présence de sang dans les selles dans 5 à 10% des cas. Donc ces observations faites aussi bien dans les années 80 en France que chez également les Nord-Américains. Sur les aspects plus épidémiologiques, nous allons donc commencer par l'entérite hémorragique
hivernale, winter dysentery pour les anglo-saxons, improprement appelée grippe intestinale, qui est une entérocolite hémorragique contagieuse sporadique, et puis souvent sous forme épisodique dans les élevages bovins en période hivernale, d'où son nom, et qui touche surtout les troupeaux laitiers. La première description de ce syndrome mondiale a été faite dans les années 30, au début des années 30, et en France, donc au début des années 60. Alors, la première identification du coronavirus dans ce syndrome, et on va faire un petit cocorico, a été réalisée par l'équipe du professeur Espinas, à l'époque à l'école vétérinaire d'Alfort, sur des études de troupeaux bovins de Lyon, donc en rapport avec l'unité d'application, l'école d'application de Champignelles, donc en 1980. Alors, les caractéristiques de ce syndrome, c'est un fort taux de morbidité, 50 à 100%, donc quand le virus arrive dans l'élevage, mais un faible taux de mortalité de moins de 2%. Alors, ce syndrome touche, on l'a vu, les vaches laitières, surtout en période postpartum, mais peut toucher d'autres catégories d'animaux, comme les jeunes bovins ou les génisses. Une incubation de quelques jours, une phase aiguë qui dure en moyenne 3 à 6 jours, avec des symptômes généraux de fièvre, apathie, anorexie, déshydratation, parfois quelques aussi troubles respiratoires. Et puis au niveau digestif, une diarrhée subite, profuse, nauséabonde, de couleur vert foncé à noir, voire hémorragique. Présence de sang dans les selles dans 5 à 10% des cas. Alors, cette maladie, généralement, pour les animaux qui ne meurent pas, c'est la majorité des animaux, guérit en 2 à 3 semaines, mais il peut y avoir évidemment, vous êtes en période, en début de lactation, des conséquences économiques qui peuvent être sérieuses et qui peuvent s'étaler sur quelques semaines à quelques mois, avec des pertes, vous voyez, en production laitière, sur les études qui ont été faites, de 15 à 95%. Alors, de manière très exceptionnelle, les Italiens ont décrit ce syndrome en période chaude dans leur pays, mais ça reste quand même une pathologie hivernale. Il faut la distinguer du syndrome hémorragique intestinal qui est dû à Clostridium perfringens de type A. Le diagnostic pouvant se faire et a été développé notamment par des auteurs d'Europe du Nord par ELISA sur du lait de tank. Alors, les facteurs de risque, rapidement, l'âge des bovins, donc on est surtout sur des vaches laitières, plutôt des jeunes d'ailleurs, primipare autour du vélage, avec historique d'infection au coronavirus, et puis tout ce qui est température, ventilation, hygiène de l'élevage, gestion des influents, et le rôle, évidemment, on est au niveau de la biosécurité, d'introduction d'animaux de l'extérieur, et la fréquence également de visites extérieures dans l'élevage. Ce que j'avais signalé sur l'immunité dans la première partie, c'est qu'il y a une immunité de troupeau vous voyez que c'est un caractère épisodique, donc il y a une très forte immunité qui peut s'installer, qui peut durer 3 à 5 ans. Ce qui, pour la plupart des auteurs, rend un peu hypothétique l'intérêt d'une vaccination ou d'un vaccin dans ces troupeaux. On va aborder les diarrhées néonatales, donc quelque chose que vous connaissez bien dans votre quotidien vétérinaire. D'abord, pour rappeler que dans tous ces pathogènes qui interviennent dans le complexe des diarrhées néonatales, vous voyez, c'est la courbe rose. Donc l'incidence du coronavirus, c'est plutôt à des âges un peu plus tardifs que les colibacilles ou les rotavirus, c'est plutôt entre 4 et 30 jours en moyenne. Alors, sur ce qui est les diarrhées plus proprement dues au coronavirus, une incubation assez courte, donc de la diarrhée sur une période de 4 à 5 jours, avec au niveau de ces diarrhées des fesses plutôt de couleur jaune à verdâtre, parfois un peu de sang, ou de mucus ou de lait caillé. De l'appâtement, de l'hyperthermie, alors une issue parfois fatale, avec la déshydratation, de l'acidose et éventuellement du choc qui peut être suivi de la mort. Alors au niveau du diagnostic, le diagnostic peut se faire sur les fesses in vivo ou post-mortem sur les fesses ou en histologie, avec diverses méthodes de détection de fesses.
et notamment, par exemple, la RT-PCR. Mais on utilise souvent en routine maintenant des kits ELISA, hein, de détection rapide, qui permettent aussi de détecter les autres agents pathogènes essentiels, hein, colibacilles, rotavirus et cryptosporidies. Alors, dans une thèse vétérinaire récente, hein, donc en 2016, l'auteur définissait 3 profils d'élevage, hein, à diarrhée à coronavirus, hein. Alors d'abord, le plus sérieux, c'est un profil épidémique, hein, c'est-à-dire que dans ce profil épidémique ou épizootique, tous les veaux sont atteints quasiment sur une très courte période. Deuxième stade, un petit peu intermédiaire, le thésard parlait de bouffée entre guillemets épidémique, hein, c'est-à-dire dans ce cas-là, on a quelques veaux atteints également sur une courte période, mais seulement une partie des veaux de l'élevage qui est donc atteint par ces diarrhées. Et enfin, troisième stade qui est endémique, hein, en zootique, hein, des épisodes qui reviennent d'une année sur l'autre. Il y a un ensemble d'élevages évidemment qui ont ces problématiques, hein, avec augmentation de la prévalence et de la gravité. Alors, je précise qu'on est bien dans une étude spécifique, hein, sur les diarrhées à coronavirus. Corrélativement, hein, sur une base, la même thèse, hein, sur une étude plutôt sur élevage allaitant par rapport au laitier, montant à l'époque, hein, donc au milieu des années 2010, une prévalence moyenne d'environ 20%. Alors, sur des études plus épidémiologiques à large échelle, je commence par cette étude de 2017, faite et conduite également par MSD Santé Animale, hein, sur la base de, vous voyez, 932 élevages, hein, 4300 analyses, 100 cabinets vétérinaires inclus, sur la base de l'utilisation d'un kit BioX, hein, de détection des divers agents pathogènes responsables de diarrhée chez le veau. Alors, vous voyez un tropisme alors là, qui est plutôt ouest, hein, plutôt laitier, hein, même s'il y a des analyses qui ont été faites au niveau, bien sûr, d'élevage allaitant. Cette étude avait été publiée au congrès des GTV. Alors, ce que l'on voit sur d'abord le schéma de gauche, c'est que au niveau donc fréquence de détection, on a à peu près 10%, vous voyez, fréquence de 10% de ces coronavirus, soit seuls 3%, soit pour les 7% autres associés à des autres agents pathogènes, ce qui est validé dans le tableau du bas. Hein, c'est-à-dire, vous voyez que quasiment 70%, dans 70% des prélèvements, le coronavirus bovin était associé aux autres pathogènes. Alors, également au niveau des classes d'âge, hein, vous voyez que pour les coronavirus, on le trouvait plus facilement et ça correspond, ça corrobore avec le premier schéma que je vous ai montré, hein, sur l'âge, l'incidence et l'âge, hein, qu'on le trouvait un peu plus sur des veaux de 5 à 21 jours par rapport à des veaux en période vraiment néonatale entre 1 et 4 jours. Vous voyez, 12% versus 7%. Au niveau de cette deuxième étude, alors qui a une vingtaine d'années, qui a été faite au niveau, c'est une thèse de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, hein, au niveau de Midi-Pyrénées, hein, sur des élevages par contre là qui sont exclusivement allaitants, la base d'un kit ELISA, donc 332 analyses, hein, sur des veaux de moins d'un mois, hein, 3000 veaux. Et ce que l'on voit, c'est qu'à l'époque, on trouvait une prévalence qui était de l'ordre de 15%, une fréquence donc, de détection qui était de l'ordre de 15%. Un point intéressant donc, qui figure là, ils ont évalué ce qu'on appelle le risque relatif, hein, donc un peu un équivalent de Odds ratio, hein, risque. Lorsque le coronavirus est présent, le veau avait quasiment 1,92, 2 fois plus de risque de développer de la diarrhée. Donc la relation entre la présence de coronavirus et le développement de diarrhée ultérieurement. Alors l'excrétion chez le veau, hein, du coronavirus bovin, voie orofécale ou aéronasale, hein, elle est forte pendant 48 heures, hein, et dure à peu près 14 jours, voire plus. Et elle est possible aussi chez les veaux sains.
hein, mais il y a eu des études montrant qu'on pouvait retrouver du coronavirus aussi chez des veaux sains, même si c'était en fréquence de détection moindre par rapport à des veaux malades. Donc il y a du portage, hein, qui peut être asymptomatique, hein, vous voyez, qui peut être de 5 à 30%. Alors, je vous ai mis une étude un peu particulière parce qu'elle s'est faite sur 3 veaux en laboratoire, hein. C'est une étude assez récente de 2018, hein, où des veaux ont été suivis vraiment isolés et on a réussi à retrouver du virus, du coronavirus, après une inoculation expérimentale jusque 1085 jours, hein, donc ça fait 3 ans quasiment après l'infection. Alors c'est particulier, il ne faut pas forcément en tirer des conclusions, je dirais, terrain épidémiologique. Alors, les facteurs de risque de césarienne néonatale, et notamment, on retrouve un certain nombre de facteurs communs aux diarrhées néonatales sont stricto larges, hein, au niveau des différents agents, plutôt les veaux mâles, hein. Les veaux nouveau-nés, même si c'est un peu plus tardif pour le coronavirus bovin, hein, on avait dit 4 à 30 jours. Évidemment, plus de risques si les mères sont séropositives, hein, au coronavirus. Saisonniers également, on retrouve automne-hiver, et lors de vélages groupés. Également, bien sûr, un mauvais transfert d'immunité, hein, de prise colostrale. L'hygiène, le nettoyage des infections, des contacts, hein, entre veaux sains et veaux malades, le moment de séparation, ou temps auquel on sépare le vache et le veau, hein, post-vélage, et puis au niveau des casses ou des niches de veaux qui ne sont pas nettoyées, bon, des facteurs d'hygiène que vous connaissez tous. Alors, l'intérêt, et là on le sait par rapport à ces coronavirus digestives néonatales, hein, c'est l'intérêt de la vaccination, hein. Et donc, pour reprendre certains auteurs, qu'ils soient français ou nord-américains, il faut reconnaître que c'est par l'immunisation passive, hein, via le colostrum, que l'on peut protéger ces veaux, hein, c'est-à-dire le principe étant de vacciner les mères pour induire donc des anticorps qui seront transmis au veau pour le protéger, dans ce cas-là spécifiquement, des coronavirus bovins. Alors, c'est le cas d'ailleurs pour d'autres agents pathogènes également. Alors, simplement un exemple, hein, de l'intérêt de cette vaccination, hein, sur l'étude qui a été faite au début des années 2000, hein, sur un vaccin à base de rotavirus, coronavirus et d'Escherichia coli F5, hein, injecté 31 jours avant le PAR. Hein. Ce que l'on voit, ce qui a été fait, c'est un suivi d'anticorps séroneutralisants contre le coronavirus bovin. Alors, soit sur les placebos, hein, c'est les petits losanges, soit sur les triangles, ce sont le lot vacciné. Alors, vous voyez d'ailleurs sur le sérum de vache, hein, on voit d'abord qu'il y a bien un enrichissement du sérum de la vache après injection et jusqu'à la mise bas dans le sérum. Ce que vous voyez après, c'est sur le colostrum. Hein, on voit bien qu'il y a également des différences. C'est une échelle logarithmique, hein, en base décimale, hein, c'est-à-dire que l'écart de 1 à 2, c'est 10 fois plus, hein. Vous voyez qu'il y a quand même une très grosse différence sur l'enrichissement colostral en anticorps. Et puis, sur les veaux qui ont été suivis jusqu'à 28 jours d'âge, hein, on voit également l'enrichissement au niveau du sérum du veau en anticorps. Donc, réellement, la protection est réelle, hein, et elle dépasse 14 jours. On voit ici même à 28 jours, vous avez un très net écart au niveau des anticorps. Alors, sur un plan purement pratique, c'est une vaccination contre diarrhée natale qui est peu pratiquée, encore peu pratiquée dans notre élevage. Je reprends ici les résultats d'une étude, d'une enquête diligentée donc, par le SIMV, hein, qui est également dans le cadre des plans éco-antibio, hein, pour également réduire la prescription des antibiotiques et également promouvoir la vaccination. On voit que, vous voyez sur les bovins, le taux de vaccination, hein, c'est d'une enquête terrain, était à peine de 20%, hein, sachant qu'on a un taux de vaccination qui est plus élevé chez les éleveurs allaitants, hein. Vous le voyez également dans la conclusion en vert, hein, 34%.
plutôt chez éleveurs nord-est et sud-est, hein, des secteurs peut-être plus allaitants, ce qui est logique, et plus chez des éleveurs des gros troupeaux ou des troupeaux plus importants, hein, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est des facteurs de risque qui sont importants. Alors c'était plus important en respiratoire, hein, vous voyez, en termes de vaccination, même s'il faut le moduler, hein, puisque dans l'étude, une vaccination, c'était une injection vaccinale. Il y a certains vaccins qui se font en 2 injections. Mais la vaccination respiratoire est quand même plus répandue, notamment chez bien sûr, les jeunes bovins, que la vaccination digestive. Donc pour conclure, on a vu sur les coronavirus respirateurs bovines, donc sur les jeunes bovins, que la fréquence était plutôt croissante, hein. On le retrouve, on l'isole de plus en plus dans les études épidémiologiques, même si son rôle est encore à affiner, hein, par rapport à d'autres virus ou aux passerelles, mais que malheureusement, contre les coronavirus respiratoires bovins, il n'y a pas de vaccination spécifique actuellement disponible, que ce soit d'ailleurs chez nous ou en Amérique du Nord. Il n'y a pas de vaccin spécifiquement dirigé contre le coronavirus bovin et qui pourrait être utilisé chez les veaux ou chez les jeunes bovins. Et puis sur les coronavirus digestifs bovines, hein, c'est plus répandu, hein, dans le complexe des gastro-entérites néonatales du veau, hein, avec une efficacité de la prévention vaccinale. Quant à la forme adulte, hein, l'entérite hémorragique et virale, elle est plus sporadique. Donc elle est signalée et il faut la suivre également dans un certain nombre d'élevages qui peuvent être infectés. Alors, je vous renvoie à un dossier plus complet, notamment une note technique que j'avais écrite sur le coronavirus bovine au sens large, respiratoire et digestive, et sur les coronavirus bovins, sur le site de l'Académie vétérinaire de France. Je voudrais, pour finir, de nouveau remercier MSD Santé Animale pour m'avoir permis de parler des coronavirus respiratoires et digestifs bovines. Et je serai disponible pour répondre à vos questions lors de ce congrès de e-santé. Merci.